Derrière les murs des châteaux et des résidences de luxe, des domestiques se dévouent corps et âme pour les grandes fortunes. Ces travailleurs, parfois issus de l'étranger, sont invisibilisés et effectuent des tâches harassantes. Aujourd'hui, je me baserai sur le livre Servir les riches, les domestiques chez les grandes fortunes, sorti en 2022 aux éditions La Découverte. Il a été écrit par Alizée Delpierre, sociologue, qui s'est immergée dans ce milieu pendant plusieurs années. Dans son ouvrage, l'autrice évoque deux groupes sociaux. Le premier est celui des super riches, composé d'aristocrates ou de nouveaux riches, c'est-à-dire des gens ayant fait fortune sur une période récente. Le deuxième est celui des domestiques. Ces derniers habitent pour la plupart chez leur patron ou à proximité, ont des tâches polyvalentes ou spécialisées, par exemple nanny, cuisinier ou chauffeur, et presque un quart ont un diplôme de niveau Bac+3 ou Bac+5. Dans une première partie, on observera pourquoi les super riches emploient encore des domestiques. Perso, je ne le savais pas, mais au 19e siècle, employer une domestique c'était courant et peu cher. Presque tout le monde en avait une, à part les employés, les ouvriers et les artistes gauchers. Aujourd'hui c'est l'inverse, en avoir une permet à un riche de se distinguer d'un pauvre. Chez les aristocrates, il s'agit étonnamment d'une nécessité, et pas seulement d'un confort. Pour les enquêtés, il s'agit de maintenir leur réputation, de perpétuer une pratique ancestrale et d'affirmer leur appartenance entre guillemets à leur culture. Ensuite, pour les nouveaux riches, employer des domestiques permet de se faire accepter par les autres. Des enquêtés parlent même d'une obligation. La sociologue donne l'exemple de Karim, trader et fils de commerçant, en couple avec Cathy, cadre dans une multinationale et fille d'ouvrier. Ils vivent à Londres, dans un hôtel particulier, avec leurs deux enfants. Au départ, ils n'avaient qu'une femme de ménage quelques heures par semaine. Puis, petit à petit, ils ont recruté du personnel à temps plein, une bonne à tout faire, un chauffeur et une nanny britannique formée dans une école spécialisée. Ils expliquent avoir fait ce choix pour faire comme leurs voisins et pour ne pas donner l'impression à leurs amis qu'ils sont moins riches qu'eux. Puis, la sociologue remarque qu'en moyenne, les nouveaux riches possèdent plus de domestiques et de propriétés que les aristocrates. Certains aristocrates le vivent mal, ils ont l'impression qu'on leur vole leur culture dans laquelle, on l'a vu il y a un instant, les domestiques occupent une place importante. Pour exprimer leur mépris, ils peuvent se moquer du personnel des nouveaux riches en disant qu'il est mal habillé, mal poli, intéressé uniquement par l'argent et peu dévoué. De leur côté, les nouveaux riches ne sont pas épargnés, on les décrit comme peu élégants, de mauvais goût. Malgré leur richesse, les nouveaux riches seraient des imposteurs. Ils ne sauraient pas s'y prendre avec les domestiques et les emploieraient uniquement pour afficher leur richesse. Des nouveaux riches se moquent aussi des aristocrates comme Johan, milliardaire américain vivant en France. Il a rencontré lors d'un séjour de ski des aristocrates et les décrit comme sympas, mais vieillots et radins. Apparemment, ils ont une domestique d'environ 35 ans, mais qui en ferait 50 avec sa robe longue et son col blanc. Selon la sociologue, la réalité est tout autre. La plupart des domestiques s'habillent normalement, c'est-à-dire en pantalon, t-shirt et chemisier clair ou sombre selon la saison, et pour les événements mondains, costumes, robes ou tailleurs. Pour continuer, selon la sociologue, comme les grandes fortunes fréquentent les mêmes lieux, la richesse seule ne suffit plus à se distinguer. Il faut trouver un moyen de se démarquer, de montrer que l'on est unique. Pour cela, certains riches vont créer des postes a priori absurdes. Par exemple, Charles, passionné de roses et propriétaire d'un château, a engagé José pour entretenir ses fleurs, leur faire écouter de la musique et leur raconter des histoires. Avoir des domestiques permet aux riches de ne pas s'occuper des tâches ménagères ou de la cuisine, et donc d'avoir plus de temps pour leur travail, leurs loisirs ou leurs relations sociales. Patricia, franco-anglaise, directrice des ressources humaines dans une multinationale de mobilier de luxe, et à la tête d'une fondation artistique vit à Londres. Elle est mariée à Christophe, banquier issu de l'aristocratie française et a 3 enfants. Patricia travaille de 8h30 à 20h et consacre son dimanche à sa fondation. Son mari prend son petit déjeuner tôt près de son bureau, puis travaille jusqu'à 19h et profite de son temps libre pour ses voitures de collection. La sociologue explique que les femmes qu'elle a interrogées considèrent qu'être une bonne mère ne signifie pas s'occuper constamment de leurs enfants, mais passer avec eux des moments de qualité aidés par le personnel qui s'occupe de tout le reste. Ensuite, des enquêtés disent que leurs domestiques sont comme leur propre fils ou leur propre fille. Agir comme un bienfaiteur permet selon eux de compenser la différence de statut avec leurs employés. Par exemple, Françoise raconte avoir sauvé la vie d'Oksana, une Russe qui avait fui un mariage arrangé. Oksana a trouvé refuge d'abord auprès d'un curé puis chez elle. Françoise lui a appris le français, payé ses vêtements et ses consultations médicales et l'a emmenée en vacances.
Au moment de l'enquête, elles se connaissent depuis 30 ans. Oksana s'occupe de Françoise et veillera sur ses descendants après sa mort. Pour continuer, certains riches ne savent pas sur quels critères leurs domestiques sont recrutés, ni ce qu'elles font au quotidien. Pour le savoir, il faut demander à leur femme. Par exemple, Gilles, aristocrate et chef d'entreprise de 61 ans, considère que la gestion du personnel est une affaire de bonne femme. Monsieur se contente de payer les domestiques. Quand sa femme vient lui demander des conseils en cas de litige avec le personnel, il dit qu'il n'a pas le temps et que si les domestiques ne sont pas contentes, elles n'ont qu'à partir. Il reproche également à sa compagne de se soucier du bien-être du personnel. Enfin, les super riches ont à leur disposition des gens prêts à répondre à leurs besoins du plus banal au plus excentrique. Par exemple, tu peux demander un jus de fruits, t'endormir avec un feu d'artifice, te faire remercier quand tu accordes la parole à une domestique. Celle-ci doit te dire « Je vous remercie très chère madame de me faire l'honneur de m'adresser la parole » ou te faire réveiller par une berceuse. Dans une seconde partie, on verra que travailler pour un riche semble être avantageux sur certains points. On s'intéressera également à la façon dont les domestiques trouvent un emploi et ce qui fait d'eux la perle rare. Tout d'abord, Marius est un domestique ayant connu une ascension sociale et un immigré roumain arrivé en France à 18 ans. Fils d'un épicier et d'une femme de ménage, il a d'abord travaillé sur des chantiers. Au moment de l'enquête, il était l'assistant d'un riche PDG du CAC 40 qui emploie des domestiques dans chacune de ses propriétés. 3 dans son appartement à New York, 5 dans sa villa sur la Côte d'Azur et 13 dans son domaine aux Seychelles. Marius organise ses déplacements, gère son agenda et supervise les domestiques. Il gagne 12 000 € par mois, mais son salaire peut monter à 16 000 € avec les primes. De plus, travailler pour un super riche permet d'acquérir des savoir-faire et des savoir-être. Cela permet aussi d'acquérir des connaissances parfois surprenantes, comme savoir comment se déroule une opération de chirurgie esthétique. Ensuite, certains employés disent que leur vie est idéale. Certains vont même jusqu'à affirmer qu'ils vivent au paradis et qu'être domestique est une chance. Par exemple, Marius travaille au bord de la mer où il fait 25 degrés en hiver. La sociologue s'est donc demandé pourquoi cette idéalisation. Elle remarque que les domestiques travaillent pour des gens dont le goût est perçu comme supérieur au leur. Même si quelque chose, imaginons un sac, ne leur plaît pas, cela reste beau parce que ça appartient à leur patron. L'autrice donne l'exemple de Fatou, 36 ans, mariée à un garagiste et mère de 5 enfants. Née au Mali, elle est arrivée en France à 13 ans et possède un diplôme d'auxiliaire de vie. Elle est au service d'un comte et d'une comtesse en région parisienne. Ses patrons vivent dans un château et ont hérité d'une fortune accumulée sur plusieurs générations. Fatou les appelle Madame et Monsieur et parle d'une bonne famille, ce qui n'est pas anodin. Ses employeurs ont du prestige, de l'argent et un style de vie très coûteux. Ses employeurs lui offrent des cadeaux quand il rentre de voyage, paie ses frais médicaux et lui donnent des trucs qu'il n'utilise plus comme des foulards en soie ou des chemisiers. Fatou les considère comme précieux car pour elle c'est le signe que ses patrons sont satisfaits de son travail. Ainsi, selon la sociologue, les domestiques ont l'impression de vivre au paradis parce qu'ils voient de belles choses et qu'ils en bénéficient. Puis, la sociologue analyse que les domestiques s'appuient sur leur réseau, composé de leur famille ou de leurs amis déjà en poste auprès de riches, pour trouver un emploi. Certains viennent de l'étranger, comme Amor, originaire des Philippines. Cette dernière a trouvé un travail en arrivant en France grâce à Trisha, une amie. Elle envoie régulièrement de l'argent à ses parents, son père étant malade. Dans son livre, l'autrice explique que les réseaux de travailleurs immigrés peuvent être très organisés. Par exemple, l'État philippin supervise la migration de milliers de femmes formées pour travailler dans des familles en France, mais aussi en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. Ces femmes partent à l'étranger parce qu'elles gagnent plus d'argent qu'en exerçant des métiers qualifiés dans leur pays, comme infirmière ou institutrice. À son arrivée, Amor ne parlait pas français, et sans Trisha pour la guider, elle aurait pu tomber sur les mauvaises personnes. En effet, Alizée Delpierre, remarque que la presse, rapporte parfois des scandales comme celui de domestiques philippines qui, en 2019, ont porté plainte pour mauvais traitement contre un membre de la famille royale saoudienne vivant en France. Ensuite, les domestiques filtrent les offres d'emploi pour sélectionner la meilleure. Mais les critères d'un bon emploi restent très subjectifs. Au fil du temps, Amor a gagné en expérience et ses exigences ont augmenté. Au début, elle voulait juste être nourrie, logée et gagner au moins 1 000 €. Aujourd'hui, elle demande au minimum 3 000 € hors prime, 4 jours de repos par mois et un aller-retour pour les Philippines tous les 2 ans. On peut ajouter que grâce au bouche à oreille, les domestiques échangent des informations précieuses. Ils savent comment se comporter en entretien, ce qu'il faut dire et quel patron éviter, par exemple ceux qui paient mal, qui sont colériques,
ou qui ne donnent pas de vacances. Il est aussi possible de trouver un emploi grâce aux recommandations d'anciens employeurs. Enfin, si vous êtes recruté après un entretien et une période d'essai, c'est que vous êtes la perle rare. Selon la sociologue, la domestique idéale doit connaître parfaitement ses patrons, leurs habitudes, ce qu'ils aiment ou détestent et leur emploi du temps. Elle doit savoir anticiper leurs besoins, être discrète, souriante, polie, empathique et fidèle. Elle doit inspirer confiance, se montrer dévouée et toujours présente sans se mêler des affaires qui ne la concernent pas. Pour terminer, elle doit rester agréable à regarder sans attirer l'attention. À présent, dans une troisième partie, on analysera que des domestiques sont très loin de vivre au paradis. Certains endurent sans avoir le droit de se plaindre, des situations que personnellement je n'aurais jamais imaginées. Pour commencer, les patrons donnent les ordres et les domestiques se contentent d'obéir. Certains enquêtés disent que leurs employeurs sont généreux, mais qu'il existe des limites à ne pas franchir. Par exemple, Philippa, 46 ans, originaire d'Argentine, divorcée et mère de 3 enfants, travaille comme bonne à tout faire. Son père, aujourd'hui décédé, était teinturier, et sa mère, au moment de l'enquête, était lingère chez des particuliers. Philippa raconte un moment où sa patronne triait des photos pour un recueil de poèmes destiné à être publié par la maison d'édition où elle travaille. La patronne choisissait les images qu'elle voulait garder ou non, tandis que Philippa restait silencieuse et se contentait d'approuver ses décisions sans jamais donner son avis. Ensuite, chez les grandes fortunes, les patronnes s'appellent entre elles et disent quel genre de candidate elles souhaitent recruter. Alizée Delpierre raconte qu'elles sont persuadées d'être en mesure de détecter des qualités ou des défauts chez les domestiques, rien qu'en les regardant. Par exemple, une ancienne mère au foyer, mariée à un diplomate, a refusé d'embaucher une femme qu'elle appréciait au départ car elle l'a trouvée finalement trop séductrice. La raison, la candidate portait du rouge à lèvres et un chemisier soi-disant trop flatteur. En fait, la patronne craignait que son mari puisse être attiré par elle. D'après la sociologue, porter un jugement sur l'apparence d'une candidate, surtout si elle est issue d'un milieu populaire, est une manière d'exprimer un mépris de classe envers cette dernière. Puis, les domestiques doivent être disponibles et anticiper les besoins de leur patron comme préparer à l'avance les fruits nécessaires pour un jus de fruits. Ça représente une vraie charge mentale qui est ignorée par leur patron. Ces derniers les ignorent sauf pour leur donner des instructions ou pour leur faire des reproches. Dans ce dernier cas, ils ne les regardent même pas. Pour la sociologue, ce n'est pas anodin, en agissant ainsi, les riches maintiennent un rapport de domination. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas grandi avec des employés apprennent à ne plus les voir et à les considérer comme une partie du décor. Certains riches peuvent même ressentir de l'angoisse lorsqu'ils prennent conscience de leur présence. L'autrice raconte par exemple qu'une femme avait fait un cauchemar dans lequel ses domestiques tentaient de lui faire du mal. Pourtant, ces travailleurs se sacrifient au quotidien, ils sont épuisés, ont des douleurs physiques à force de porter du linge, du mobilier ou de rester debout sans pause. Se plaindre est interdit et ils ne peuvent se reposer que chez eux. Mariana, par exemple, gagne 2300 € nets par mois et loge dans un petit appartement de 35 mètres carrés au dernier étage de l'immeuble de ses patrons. Ses journées sont longues et intenses. Elle commence dès 7h45 en s'occupant du linge, range les chambres, cuisine, nettoie et fait le service. Elle travaille sans vraie pause, mange à la hâte, s'occupe du fils de sa patronne, prépare le dîner et veille à ce que tout soit en ordre avant de finir sa journée, souvent vers 19h. Pour continuer, les super riches peuvent avoir des stéréotypes racistes envers les domestiques immigrés. Par exemple, les Ivoiriennes seraient entre guillemets de bonnes nounous. Christelle, originaire de Guadeloupe, s'est mise par exemple à cuisiner des plats épicés pour correspondre à l'image que les riches se font des Guadeloupéens afin de faciliter sa recherche d'emploi. Les riches leur renvoient sans cesse à ses origines, ils veulent retrouver chez leurs domestiques une forme d'exotisme entre guillemets, mais ces dernières ne doivent surtout pas en faire trop. Ainsi, Christelle a déjà été critiquée pour avoir mis des boucles d'oreilles jugées entre guillemets trop antillaises. La sociologue Alizée Delpierre rapporte que certaines patronnes affirment que leurs domestiques venus d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine sentent soi-disant les épices ou manquent d'hygiène. Elle raconte qu'elle leur offre parfois du parfum ou des déodorants pour apparemment chasser les mauvaises odeurs. Ce genre d'attitude, que je ne cautionne évidemment en aucun cas, révèle ce que des sociologues appellent un dégoût culturel. Les domestiques sont jugés selon leur couleur de peau, mais aussi selon l'image que les riches se font de leur pays d'origine, souvent perçus comme sales entre guillemets ou sous-développés. En recrutant des femmes issues de l'immigration, les riches ont parfois l'impression de leur rendre service, comme s'ils les sauvaient de la misère. Et au sein de leur foyer, on retrouve une hiérarchie bien marquée, les employées blanches ou occidentales occupent les postes les plus valorisés, tandis que les autres se retrouvent avec des tâches subalternes.
Ensuite, le turnover est important dans ce milieu. Les domestiques n'ont jamais la garantie de retrouver un emploi et les patrons peuvent les renvoyer à tout moment. Ils savent qu'il y aura toujours quelqu'un pour les remplacer. Pour certains riches, renvoyer une domestique, parfois sous prétexte qu'elle allait partir d'elle-même, entre guillemets, permet surtout d'affirmer leur autorité et leur supériorité. Quand une domestique cherche un autre emploi, elle doit le faire discrètement. Ses collègues et ses employeurs ne doivent surtout pas être au courant. Trouver un meilleur travail ne veut pas forcément dire être mieux payé, mais parfois simplement avoir un poste où il y a moins de ménage. Enfin, les super riches peuvent changer le prénom de leur personnel à leur guise. Puis, un ancien employé a expliqué à l'autrice qu'il a été obligé de s'habiller en bonne, c'est-à-dire qu'il devait porter une perruque, une robe, etc. Une domestique surnommée Maria Celesta raconte qu'on lui proposait aussi des vêtements en échange d'un jour de repos qu'elle attendait depuis des mois, ou encore une prime si elle dénonçait une collègue soupçonnée de vol. Pour continuer, des patrons ne respectent pas la loi et ne déclarent pas toutes les heures travaillées, celles qui ne le sont pas sont payées au black. Ils peuvent virer une domestique simplement parce qu'elle demande une meilleure rémunération, et pourtant certains se disent soucieux de la loi. Par exemple, Charles affirme que ses employés ne travaillent que 8 heures par jour, ce qui dans les faits n'est pas vraiment vrai. Enfin, une domestique dormait même dans un cagibi. Quand la sociologue l'a remarqué, son employeur a tout simplement dit « Vous pensez qu'elle serait mieux à dormir sous un pont ?» Pour conclure, des domestiques semblent avoir des conditions de travail entre guillemets idéales, comme on l'a vu au début de la vidéo. Mais pendant que des riches font des œuvres caritatives, leurs propres employés sont parfois exploités en toute impunité. On peut aussi dire que le lien entre les employeurs et les domestiques est ambigu, malgré des conditions de travail qui peuvent être épouvantables et une rémunération clairement indigne. Certains domestiques s'attachent à leur patron et ont beaucoup de mal à quitter le milieu.